Oui, dans un instant, notre invité, évidemment, que nous allons joindre, Dr Abbas Diakité, secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre le sida. On en parle ce matin. VIH-Sida, donc égalité. Maintenant, l'humanité fait le point de la lutte ce 1er décembre. Le temps de le joindre, mon cher Antoine. Ça interpelle tout le monde, évidemment. Ce dossier, il faut le rappeler. On parle santé ce matin, mon cher Antoine. Oui, on parle de santé. Avant de parler de sida, on va parler de l'hôpital Donka. La fois dernière, on a effleuré le sujet. Et hier, on a vu cette lettre adressée, c'est depuis avant-hier d'ailleurs, une note adressée aux membres du personnel, au chef service de l'hôpital Donka, leur demandant de libérer les locaux du côté du camp Kamayenne, parce que désormais, l'armée doit prendre possession entière de son camp. C'est le ministre de la Défense qui avait adressé une lettre au ministre de la Santé. Celui-ci en a fait autant pour son directeur général de Donka, qui à son tour a adressé une note aux différents membres du personnel. Ok, on reviendra là-dessus vers la fin. Évidemment, mon cher Antoine. Allez, docteur Abbas Diakité est en direct ce matin chez les juges. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Milimono. Bienvenue, allez-y. Oui, je m'appelle monsieur Milimono ce matin. Allez-y, Tamba. Le micro n'est pas activé, alors là, pas du tout. Voilà. Docteur, égalité maintenant, c'est le thème ça va être donc le thème de la journée nationale, donc ce 1er décembre, le thème de la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Vous êtes à la tête du Comité national de lutte contre cette pandémie-là depuis plusieurs années. Avec vous, c'est quoi la situation depuis ces longues années de lutte? C'est quoi la situation aujourd'hui? Quelles sont les prouesses et les acquis réalisés et quels défis restent à avoir? On parle quand même de 650 victimes. Pas beaucoup de temps, donc voilà. je pose la question de l'état des lieux, docteur, ce matin. Ok, merci, monsieur Milimono. Vous savez, on vient de très loin dans la lutte contre le sida. Avant, quand quelqu'un était testé positif, il n'avait pas de choix que d'attendre la mort, avec vraiment une humiliation, parce que vous allez voir la personne avant de mourir, il est complètement dépersonnalisé, c'est un squelette qu'on voyait, qu'on accompagnait, disons, au cimetière. Mais avec les efforts du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, à date, la tendance a été totalement renversée. J'en dis pour cause. Premièrement, les ARV, c'est-à-dire les antirétroviraux qui soignaient les malades, n'étaient pas gratuits et ça coûtait excessivement cher. Donc, ce n'est pas tout le monde qui pouvait aborder ce traitement. Et également, les autres ingrédients pour connaître son statut sérologique, les tests n'étaient pas gratuits. Donc, la première victoire, c'est le fait de assurer la gratuité du traitement sur toute l'étendue du territoire national. Et également, assurer la gratuité des dépistages de toute l'étendue du territoire et le suivi biologique, ainsi de suite. Sur cette base, notre pays, la République de Guinée, a enregistré des progrès très importants. Aujourd'hui, la prévalence du VIH-Sida au sein de la population générale est à 1,5%, alors que quand vous comparez cette prévalence à la prévalence dans certains pays, il y avait plus de décès, c'est-à-dire qu'il pouvait être autour de 30% ou plus. Donc ça, c'est extrêmement important. Pendant plusieurs années, nous avons pu stabiliser l'épidémie dans notre pays pour ne pas que nous passions vers une situation de roche. Mais avec cette prévalence générale, il y a quand même des particularités qu'il est important que la population sache. C'est-à-dire il y a une disparité entre les hommes et les femmes en termes de prévalence. Par exemple, au niveau des hommes, c'est 1,3% et au niveau des femmes, c'est 1,6%. Ça veut dire qu'il y a une féminisation du sida dans notre pays, c'est-à-dire que les femmes sont plus victimes
que les hommes. Et quand nous regardons aussi au niveau des régions, il y a également cette disparité, parce que si sur le plan national, nous sommes à 1,5, mais quand vous allez à Bouquet, qui est une zone minière par excellence, on est à 2%. Donc ça veut dire que Bouquet, par exemple, est la région la plus touchée aujourd'hui par VIH, suivi de la ville de Conakry et Cancan. La prévalence la plus faible observée, c'est au niveau de la région de l'Abbé. Bon, quand nous allons encore avec des particularités, parce qu'en regardant cette prévalence au sein de la population générale, il y a des courses spécifiques où la prévalence est très importante. C'est par exemple ce que nous appelons les homosexuels, c'est-à-dire les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Cette prévalence est à 11,4% aujourd'hui. Mais 11,4% n'est pas étonnant pour nous. Pourquoi? Parce qu'un passé très récent, quand vous voyez dans notre pays des homosexuels, il faut dire qu'un est positif, c'est-à-dire la prévalence était autour de 50%. Donc si on a quitté de 50% à 11%, on peut qualifier ça de progrès, mais ça ne veut pas dire qu'il faut croiser les bras, parce que notre choix est que cette prévalence-là soit au même niveau que la prévalence nationale. Quand nous voyons aussi les professionnels de sexe communément connus bizarrement sous le nom de prostituées, la prévalence aussi au sein de cette course est à 10,7%, mais cette prévalence aussi dans un passé récent dépassait les 40%. Mais nous allons toujours dans les courses spécifiques. Par exemple, en ce qui concerne les femmes enceintes, la prévalence est autour de 2,6%. Ça veut dire que si le VIH est féminisé dans notre pays, les femmes enceintes encore sont plus exposées que les autres femmes. Et nous allons aussi vers les prisonniers. Les prisonniers ont une prévalence plus élevée que la prévalence de la population générale, parce que c'est à 2,5%. Nous allons également les malades tuberculeuses. Il y a au moins plus de 23% de ces malades tuberculeuses qui ont le VIH. C'est ce que nous appelons souvent la co-infection tuberculeuse de VIH. C'est très fréquent. Quand vous voyez un malade souffrant de la tuberculose, il faut tout de suite faire son test pour voir si le VIH n'est pas là. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont la tuberculose ont le VIH, ou bien tous ceux qui ont le VIH ont la tuberculose. Bon. Nous allons aussi, par exemple, sur les hommes en uniforme, la prévalence est à 3,5, parce que nous comparons toujours à la prévalence nationale pour mesurer l'ampleur de la chose au sein d'une course spécifique. Par exemple, les pêcheurs aussi, c'est autour de 38%. Comme vous demandez des efforts, avant, en ce qui concerne la prise en charge, par exemple, chacun s'est débrouillé, mais le gouvernement vraiment a mis le paquet. À date, on est environ 75 000 personnes qui reçoivent leur traitement gratuitement sur une population de personnes vivant avec le VIH autour de 113 000 personnes, soit 65%. Et quand on compare ce pourcentage à celui de la sous-région, nous pouvons dire que le pays a fait du progrès. Mais cela ne veut pas dire aussi que il faut croiser les bras, parce que notre souhait aujourd'hui est que 100% des personnes vivant avec le VIH dans notre pays doivent avoir accès à leur traitement. D'accord. Alors, docteur, c'est bien d'entendre les chiffres et cette maîtrise affichée des statistiques sur la prévalence au VIH-Sida en Guinée. Deux questions pour commencer. Nous avons pu quand même noter, nous avons pu lire que près de la moitié des personnes qui sont touchées par la maladie, le VIH, ne connaissent pas leur statut, ce qui est très grave par ailleurs. Qu'en est-il à date en 2022? La deuxième question, docteur, c'est finalement de nous expliquer un peu ces statistiques-là. Qu'est-ce qui nourrit des prévalences supérieures par région et par groupe socio-démographique, comme par exemple... Il a dit Bouquet, hein? Comme par exemple... Bien sûr, c'est la région la plus touchée. Pardon, donc comme par exemple les homosexuels,
vous avez évoqué ce cas-là. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique également la féminisation de la maladie? Ok. Bon, merci. Vous avez posé la question concernant d'abord le dépistage volontaire et anonyme. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts en termes de dépistage volontaire et anonyme parce que à date, nous avons pu dépister plus de 600 000 personnes. Et sur les 600 000 personnes, il y a eu 11 000 qui sont malheureusement positives. Le dépistage est un maillon extrêmement important et je peux dire que c'est la clé du succès pour la lutte contre le sida. Parce que si tu entends traiter quelqu'un, il faut connaître d'abord son statut. Et si tu entends rendre, par exemple, la charge virale indétectable, parce que quand la charge virale est indétectable, c'est extrêmement important pour nous, les gestionnaires du projet du sida. Quand la charge virale est indétectable, ça veut dire que la personne-là ne peut plus contaminer une personne saine et cette personne peut se marier et avoir des enfants tant que ces enfants-là soient contaminés. Mais la base, d'abord, il faut le dépistage. Nous avons quand même, il faut l'avouer, ce n'est pas la moitié qui ne connaissent pas leur statut, mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Quelle est la base? Premièrement, il faut que les Guinéens se débarrassent de la peur. C'est-à-dire les gens n'osent pas aller se faire dépister pour ne pas qu'ils mettent en tête, je vis avec... Mais on va avoir... mais docteur, vous voulez que les Guinéens se départissent de la peur? Il y a mon collègue Mara qui faisait la remarque, qui faisait la remarque tout à l'heure. Il y a des années en arrière, on voyait à chaque coin de rue une sensibilisation, et la campagne de sensibilisation, des messages dans les écoles, même dans les églises. Aujourd'hui, on en voit de moins en moins. Que se passe-t-il? Un choix stratégique? Est-ce que c'est des moyens qui manquent? Ou est-ce que vous le faites là où personne ne vous voit? Les grandes gueules. Ok. Merci, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs raisons liées à ça. Avant, le plus gros bailleur de la lutte contre le sida dans notre pays, c'était la Banque mondiale. Et la Banque mondiale s'est beaucoup focalisée sur la sensibilisation et sur le traitement et autres. En ce moment, l'ampleur n'était pas comme ça. Et on a aujourd'hui un nouveau bailleur, c'est le Fonds mondial de lutte contre le sida et la tuberculose. Le Fonds mondial a une approche contraire à l'approche de la Banque mondiale. Le Fonds mondial focalise beaucoup ses efforts sur le traitement des malades. Oui, Donc, oui, mais docteur, est-ce que cela n'est pas dû au fait que le nouveau slogan c'est « On peut vivre désormais avec la maladie » alors qu'auparavant c'était vraiment la psychose dans la tête des gens, ce qui faisait que les gens étaient beaucoup plus prudents. Ça, c'est la première question. Deuxième question, dans la zone de Conakry, on nous parle essentiellement, je ne veux pas stigmatiser les communes, mais on nous parle spécifiquement de la commune de Ratoma comme la zone la plus atteinte par la maladie du fait des pratiques qui existent malheureusement. Est-ce que vous confirmez cette information? Bon, je confirme effectivement cette information, mais la raison est très simple. Pour quelqu'un qui connaît un peu la géographie du Conakry, la commune de Ratoma, c'est la commune où il y a beaucoup plus de motels et beaucoup plus de filles dans les rues et même beaucoup plus de zones de regroupement des homosexuels. Et comme je vous ai dit, c'est au sein de ce groupe-là que la situation... Voilà, on l'a perdu, donc docteur Abbas Diakité, il était avec nous ce matin. Je me souviens encore tout récemment du transit, des centres émetteurs, ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit à Ratoma, on ne voit pas ça dans les autres communes. Oui, et même dans les hôpitaux aujourd'hui, docteur, on se souvient avant, lorsqu'on nous présentait les images des hôpitaux, les malades, je veux dire, étaient séquencés, c'est-à-dire que les malades atteints du VIH-Sida avaient un pavillon. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que ce mélange fait que aujourd'hui, la peur de cette maladie a quasiment quitté les gens? Bon, logiquement, la peur doit quitter les gens. Pourquoi? Parce que je vous ai dit au début de cette émission qu'avant, quand on avait le sida, l'unique idée qui venait dans la tête, c'est vraiment attendre la mort parce qu'il n'y a pas de remède. Mais maintenant, il y a un remède et quand vous prenez, par exemple, vos ARV que vous êtes infecté, si vous prenez correctement d'abord, dans 6 mois, vous êtes indétectable, ça veut dire que vous n'avez plus de problème, vous ne pouvez pas contaminer, vous pouvez vous marier, vous pouvez faire des enfants, ainsi de suite.
Mais un passé récent, la réalité là n'existait pas. Et également, on est en train de lutter vraiment contre la stigmatisation et la discrimination. C'est cette lutte aujourd'hui qui donne le courage aux gens vraiment de dédramatiser, de minimiser aussi la question du VIH. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Dr Abbas Diakité. Et bien, je vous rappelle, le secrétaire exécutif donc, du Comité national de lutte contre le sida. Il est notre invité, il était notre invité ce matin chez les GG.